Noël Saint-Pierre est né à Captcha en décembre 1941. Il passe sa vie à travailler dans des quincailleries en Gaspésie et en Beauce. En 2017, son épouse Jacqueline Pelchat décède et un grand chagrin s'ensuit. Pour atténuer sa peine, en 2019, à l'âge de 78 ans, il entreprend un pèlerinage de 2 mois et de 1512 kilomètres sur le chemin de Compostelle qui fera de lui un homme nouveau. Voici l'extraordinaire histoire de Noël Saint-Pierre. À l'âge de 6 ans, je suis tombé dans un trou de pêcheur. C'était glacé. Alors mes frères m'ont ramassé un peu plus loin, puis m'ont emporté chez nous. Euh, Ma mère a pris soin de moi. Le docteur venait tous les soirs voir. Il disait que je ne vivrais pas, que le cœur avait été attaqué. Fait que ma mère mettait toujours des sacs d'avoine tout autour de moi. Puis ça me réchauffait. Mais j'étais complètement dans le coma. Je voyais, mais je ne parlais pas. Je ne pouvais pas parler. Pendant que j'étais dans le coma, j'ai vu le tunnel. Puis le tunnel, il existe vraiment. J'ai vu des choses là que je n'ai jamais racontées à personne. Au printemps, je, je me suis réveillé et j'ai sorti dehors, aller jouer dehors. Depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté de marcher. J'ai toujours travaillé. Pour moi, c'était impossible d'arrêter. À 21 ans, toujours en Gaspésie, il rencontre son épouse, Jacqueline Pelchat. On a eu 2 enfants. À l'âge de 29 ans, elle a attrapé la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie qui est très, très souffrante. Souvent, la nuit, j'étais obligé de la descendre à l'hôpital, elle ne marchait plus. Les médecins la gardaient en observation, puis je travaillais pareil. J'allais la chercher le soir à l'hôpital. Je remontais, c'était tout le temps à recommencer. On a eu, pareil, des belles années dans ces années-là. Mais comme on restait loin des grands centres, elle était obligée de monter à l'hôpital à Québec. Quand on a vu ça, j'ai décidé de déménager. J'ai envoyé mon CV à Sainte-Marie-de-Beauce, puis j'ai été engagé chez Matériaux Décoren. C'est en 1986. Puis on a monté à Sainte-Marie. Puis après ça, j'ai acheté un dépanneur à Sainte-Marie. Ma femme m'aidait beaucoup. Et au bout de 6 ans, elle est tombée encore plus malade. Elle ne pouvait plus m'aider. Ça fait que j'ai décidé de vendre le dépanneur. Et la coop m'a demandé tout de suite pour aller vendre des matériaux à Saint-Joseph. Peu de temps après son engagement, il devient gérant. Il s'occupe de la construction de la nouvelle quincaillerie BMR de Saint-Joseph. Après plusieurs années, lassé de la gérance, il décide de travailler à l'ancienne coop de Sainte-Marie. Par la suite, il devient assistant gérant à la nouvelle quincaillerie BMR de Sainte-Marie jusqu'en 2020, à l'âge de 79 ans. En 2017, son épouse Jacqueline Pelchat décède. Son chagrin est immense. Il commence alors à regarder sur le web la possibilité de faire le chemin de Compostelle qu'il entreprendra 2 ans plus tard à l'âge de 78 ans. J'ai regardé sur le net et j'ai trouvé des chemins que, d'après moi, c'était assez facile à faire. Vu que je marche beaucoup dans mon travail, j'avais décidé de partir avec mon sac à dos. Je me suis en allé en France, j'avais jamais voyagé. Je suis arrivé là-bas, perdu. En arrivant là-bas, je me suis trompé de train. Je suis embarqué, ça a pris 3 trains pour me rendre au Puy-en-Velay. Ça a été assez laborieux. Le soir, je suis couché à un hôtel au Puy-en-Velay. Le lendemain matin, j'ai demandé une carte de la ville au monsieur qui avait là pour me permettre de voyager et de visiter un petit peu. J'ai été 2 jours là. J'ai monté les marches de la cathédrale, 250 marches, puis je l'ai fait 4-5 fois dans la journée pour m'habituer. Le lundi matin, je suis parti du Puy-en-Velay pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis là, sur la pancarte, il marquait 1512 kilomètres. Oups, j'ai dit dans quoi je me suis embarqué. Le premier soir, quand je suis arrivé pour me coucher, il n'y avait pas de place, beaucoup. J'ai réussi à trouver dans une maison, et j'ai couché dans les greniers. J'avais pas soupé, mais seulement que ça ne me dérangeait pas. L'important, c'était de le coucher. Le lendemain matin, je suis reparti. J'ai rencontré un groupe, le midi, un groupe de monsieur et de madame qui
Ils m'ont dit, vous n'avez pas dîné, vous? J'ai dit, j'attends pour trouver un magasin qui va être ouvert, puis je vais manger. Ils ont dit, il n'y a pas rien d'ouvert aujourd'hui, là. C'est une fête. Fait qu'ils m'ont donné des choses. Puis j'ai mangé ça. Le soir, je suis arrivé là-bas, j'ai pas mangé. Le lendemain, je suis reparti sur la route et j'ai rencontré vers 10h30, 11h, deux jeunes filles qui m'ont dit, on a entendu dire que vous n'aviez pas de gîte pour asseoir. J'ai dit non. Elle a dit, nous autres, on a un gîte à 3 personnes, on est 2. Si vous voulez venir, on va vous le réserver. J'ai dit oui. J'ai continué à marcher. Mais je n'ai pas demandé l'adresse. Fait que là, quand je suis arrivé dans la petite ville, j'étais chanceux. Je l'ai trouvé assez vite. Là aussi, il n'y a rien d'ouvert. Fait que les deux demoiselles avaient des œufs puis du fromage. Ils ont fait une omelette, puis ils m'en ont donné. Fait que le lendemain, je savais que la boulangerie allait ouvrir à 6 heures. Ça fait qu'à 6 heures, j'étais rendu. J'ai acheté du manger. Puis on a tous mangé ça ensemble. Au cours de cette 3e journée, Noël Saint-Pierre connaît un grand découragement. À un moment donné, je suis arrivé à Nasvinal. C'est là où il y avait une église. J'ai fait une dizaine de gîtes, pas de place. Il y avait du touriste. Ils appellent ça la transhumance. Ils montaient les animaux au pâturage. Comme je n'avais pas de gîte, rien, je me suis tourné à l'église pour rencontrer le curé, des fois, qui me donnerait peut-être une place pour coucher. Mais pas moyen de le rencontrer, l'église était bondée de monde. À un moment donné, il est arrivé 2 jeunes dames. Il y en a une qui m'a dit, ça n'a pas l'air à aller, vous. J'ai dit non, ça va pas du tout, j'ai pas de gîte. Fait qu'elle a pris son téléphone, elle a appelé, puis elle m'a trouvé un gîte avec où elle couchait, elle. Fait que le monsieur, il a dit, il y a seulement qu'à venir, je vais le faire coucher dans ma maison. Mes petits-enfants ne viennent pas ce soir. Les 2 Françaises que j'ai rencontrées dans l'église, il y en a une qui s'appelait Evelyne, l'autre Isabelle. Ils m'ont réservé des gîtes dans l'après-midi. Le soir, j'ai couché là. Et le lendemain, ils ont décidé de marcher avec moi jusqu'à Conques. On a marché 2, 3 gîtes. À un moment donné, on est arrivé à Conques. Les autres, ils s'en retournaient travailler. Fait qu'ils m'ont rentré dans mon téléphone toutes leurs applications pour que je puisse les appeler. Il y en avait une qui m'avait dit, quand tu passeras à Figeac, tu m'appelleras. L'autre à Lectoure, où elle demeurait, tu m'appelleras. Fait que le lendemain matin, je suis monté jusqu'à une autre étape qui m'avait réservée. Je suis couché là le soir. Le lendemain, je suis reparti. J'ai fait une autre étape. Et après, la 3e étape, je suis arrivé à Figeac. Là, j'ai appelé Isabelle. Elle dit, là, à soir, tu loues pas de gîte, là. Je vais te chercher. Fait qu'elle est venue me chercher. J'étais chez elle. Puis, dans l'après-midi, on a jasé un peu. J'ai pris ma douche. Elle a lavé mon linge. Le soir, on a été souper sur sa mère qui restait juste en arrière de chez elle. Elle m'a servi un souper de roi. Le lendemain matin, je ne pensais pas qu'Isabelle viendrait avec moi, mais elle est venue faire l'étape jusqu'à Gréalou avec moi. Il y avait 22-23 kilomètres. C'était une de ses cousines, Esther, qui tenait le gîte. Elle fait des tableaux, puis elle joue de l'accordéon. Isabelle joue de l'accordéon aussi. Ça fait que toute l'après-midi, ils nous ont joué de l'accordéon. C'était vraiment, vraiment beau à voir. C'était beau à voir et à entendre. Le lendemain, je suis reparti. J'ai monté 2-3 étapes après ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé à Lectoure. Puis à Lectoure, c'est où Evelyne restait. J'ai appelé Evelyne. Elle restait à 1 heure de Lectoure. Elle a dit, ça sera pas long, je vais aller te chercher. Là, j'ai dit, je vais louer un gîte. Elle a dit, non, non, je vais te chercher. On va avoir une surprise. Fait que elle est venue me chercher. On a descendu. On est arrivé à Auch. Puis à Auch, elle m'a fait visiter la statue de D'Artagnan. On était dans les magasins. Puis on a fait le tour de la ville. Elle m'a ramené chez elle. Son mari était là. Là, j'ai été, puis j'ai pris ma douche. Elle a lavé mon linge. Le soir, elle a invité des gens. Puis on a soupé ensemble.
À sa grande surprise, le lendemain matin, Evelyne lui annonce qu'elle fait avec lui l'étape de 38 kilomètres à venir. Entre le lectour et l'autre place, ça s'appelle Condon. Il y avait la statue là, d'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis. Ils étaient tous là. Fait que je me suis fait photographier avec eux autres. Ça, je suis reparti. Là, elle m'avait réservé un autre gîte. Le gîte, c'était Papillon Bleu. C'était Blue Papillon. Fait que j'ai fait ce gîte-là. Le lendemain, ce soir-là, j'ai couché. J'étais tout seul dans le gîte. Il n'y avait personne. Le lendemain, je suis reparti. J'ai rencontré un Américain. Puis, il parlait anglais, un petit peu de français. Moi, je parlais un peu français, mais un peu d'anglais, je parlais français. Fait qu'on s'est compris tous les deux. On va marcher une étape ensemble. Il était très gentil, le monsieur. Ça a bien été. Même, il m'a fait chanter une chanson. On a eu du plaisir. Ne pensez pas que le chemin était très, très beau. Il y avait beaucoup de roches. Il y a des places que ça tirait. Mais sur le chemin de Compostelle, même si tu as des difficultés, le lendemain, tu l'oublies, tu recommences. Une journée, entre autres, mon sac à dos me faisait mal beaucoup. À toutes les 200-300 mètres, j'étais obligé de l'enlever puis de me replacer sur le dos. Il y a un gars qui me dit « Peut-être que ton sac à dos est mal ajusté. » Puis je suis monté, il y avait un noir qui il s'appelait César. Il est arrivé, puis il m'a demandé, il a pris mon sac, il dit, je vais te l'emmener. Je dis, non, je suis capable de le porter, mon sac. Non, non, je vais t'aider, Noël. Puis quand je suis arrivé là-bas, là, il m'a dit, tu mets trop du pesant sur le dessus et le léger en dessous. Fais le contraire. J'ai fait ça, puis ça s'est arrêté, c'était correct. Le lendemain, je suis reparti, mon sac à dos ne me faisait plus mal, mais les roches étaient encore là. Il y avait beaucoup de roches. Quand, à un moment donné, en marchant, les pieds me frappaient dans le bout de mes chaussures. Et j'ai perdu, le soir, je me suis aperçu qu'il y avait 2 ongles d'arrachés. J'ai continué à les arracher pour pas qu'ils restent là. Mais ça a bien été quand même. Je suis dur au mal. Ça fait que ça n'a pas été si pire que ça. Puis il faisait chaud. Très, très chaud. Ce bout-là, aller à Saint-Jean-Pied-de-Port, là, je n'ai presque pas vu de pluie. C'était très, très, très chaud. Le chemin de la France, c'est très, très beau. Il y a des paysages énormes. Il y a des vestiges du passé, parce que les autres, ils ont connu les 2 guerres. Puis il y a beaucoup de vestiges, beaucoup de châteaux qui ont été détruits, mais il reste encore des grands bouts de châteaux. C'était très beau à voir. Sur le chemin, même, j'ai vu des champs de coquelicots. Une dure épreuve l'attend pour atteindre l'Espagne, mais un mystérieux phénomène adoucira son chemin. Fait que là, je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai été à l'Office du tourisme. Il y avait une montagne à monter de 21 kilomètres. Ça fait que j'ai été voir parce qu'il y en a qui m'avaient dit qu'il me donnerait des conseils. Le gars qui me dit, à votre âge, 78 ans, vous devriez prendre la variante. Ça fait que le soir, j'étais prêt à prendre la variante. Je me suis couché. Le lendemain, je me suis levé. On a pris un bon déjeuner. La madame qui nous a servi, c'était très, très, très bon. Elle a dit, vous seriez mieux de prendre la variante. Il tombait une petite pluie, pas une petite pluie, une petite brume qu'il y avait, là. Fait que je suis parti. Puis quand je suis arrivé pour prendre la variante, j'ai pas pris. J'ai pris la montagne. J'ai monté ça comme s'il n'y avait rien eu. Il y avait un vent qui me poussait dans le dos. Et c'était vraiment beau. Quand je suis arrivé en haut, pour redescendre, il y avait 7 kilomètres dans la roche. Puis descendre, je pense que ça a été plus dur que la montée. Mais dans 7 heures, je me suis rendu au gîte que j'avais à aller. Alors, j'ai couché dans une abbaye. Il y avait environ 150 personnes. On a parlé, le monde parle tout ensemble. Il y a des Coréens, de toutes les nationalités. Mais on se comprend pareil. Le lendemain matin, là, j'étais rendu en Espagne. Le lendemain, je suis parti. Il y avait un couple de Français qui étaient
Là, je marchais avec eux autres durant cette étape-là. Puis on est arrêté, c'est là que j'ai arrêté de manger une tortilla, du pain, un café, pour 2,50 €. C'était quasiment donné. C'était très, très bon. Après ça, j'ai continué comme ça en montant, parce qu'en Espagne, on n'a pas besoin de réserver de gîte. Tout se fait, tu arrives là, mais j'allais dans les gîtes communales qui étaient entretenus par les municipalités. C'était très beau, très propre. La seule chose qu'il y a en Espagne, c'est qu'il y a des plaques pour cuire à manger ou des micro-ondes. Il fallait se faire notre manger. C'était toujours des chemins difficiles. Mais le lendemain, tu l'oublies. Tu vois les paysages, tu vois de quoi de beau. Il y a une route, là, surtout, c'était long. Il y avait 6 heures de route là, que je ne voyais pas le bout. C'était bien droit. On passait des pèlerins, les autres, il y en a d'autres qui me passaient. C'était vraiment, vraiment, vraiment beau à voir. Après, en arrivant au bout de ce chemin-là, il y avait un gîte. Puis ce soir-là, on a mangé. J'ai décidé de prendre le menu du pèlerin. C'était une madame qui faisait à manger, une madame noire. C'était très bon ce qu'elle nous a servi. Des frites avec un peu d'agneau. Le lendemain, je suis reparti avec un Polonais. Lui, il marchait en avant de moi. Puis, à un moment donné, il a tombé. Il s'est blessé à la cheville. Il n'a pas été capable de continuer. Mais là, il y avait une montée, il y avait une croix en haut. Mais ça montait jusqu'à 1400 mètres, ça fait environ 5000 pieds. Je suis monté ça avec... là, il y avait de la roche, c'était juste de la roche. Puis pour descendre encore 1400 mètres, juste de la roche encore. Il fallait faire attention, j'y étais doucement, parce que pour mes jambes, il faut faire attention pour ne pas tomber non plus. Il ne faut pas tenter le diable, il faut faire attention. J'ai pris des photos, on voyait les nuages étaient au-dessus, j'étais au-dessus des nuages. Là, à l'autre étape, je suis arrivé plus loin, il y avait une haie de genêts, à environ 6-7 km. Ça sentait assez bon, c'était épouvantable. J'ai continué tout le temps, il faisait chaud, de plus en plus chaud. Je rencontrais des couples qui étaient assis le long du chemin parce qu'il faisait très chaud. En Espagne, là, 4 semaines, pas de pluie, il faisait 35 à 45 degrés de chaleur. Mais je n'ai jamais pâti de la chaleur. Je ne sais pas pourquoi. Ça a très, très, très bien été dans tout le chemin. Après ça, à un moment donné, je suis arrivé à une place qui s'appelait l'Afaba. J'ai rencontré des jeunes qui faisaient l'étape, les autres aussi, parce que les jeunes Espagnols, il faut qu'ils fassent 3 à 4 bouts de chemin pour mettre sur leur CV. Ça paraît mieux pour eux autres, c'est important pour eux autres, puis ils sont obligés de le faire. Je les ai rencontrés, puis ils me parlaient, ils m'ont demandé d'où je venais du Québec. Ils m'ont donné une chose pour chanter avec eux autres, parce que j'allais à la messe quasiment tous les soirs. J'ai chanté avec eux autres, puis là, le prêtre m'a fait lire l'épître en français. J'en ai lu plusieurs dans plusieurs églises. Puis j'ai chanté avec eux autres tout le temps qu'ils ont voyagé, là, parce que les autres, ils ont arrêté à un moment donné. Mais ça a été un plaisir de faire chemin avec eux autres. C'est sûr que ça menait du bruit, et le soir, quand ils se couchaient, là, il n'était pas question de dormir, ça parlait des jeunes, ça parle beaucoup. Puis c'est normal, le téléphone, puis ça n'arrêtait pas. Mais c'était dans leur pays, fait qu'il fallait faire avec eux autres. Après ça, je suis arrivé à une place, il y avait une borne, puis c'était marqué 100 km. Là, il me restait 100 km pour me rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, j'étais fier. Je suis parti de là, je suis monté. Je suis rentré dans une haie. Là, c'était pas des genêts, là. C'était des arbres, c'était des eucalyptus. La senteur qui venait de là, c'était épouvantable. Tu peux pas résister à ça, c'était impossible. J'ai continué, j'ai marché ça tout le long. Puis à un moment donné, je suis arrivé à Saint-Jacques. Quand je suis arrivé à Compostelle, ça faisait 2 mois que je marchais. J'avais marché 1 mois en France, 1 mois en Espagne, dans les chaleurs. Et sur ce chemin, Evelyne m'appelait souvent pour m'encourager et me coacher en même temps. Elle me disait de continuer, de faire attention. Isabelle aussi m'a appelé. Ça me donnait du courage.
C'est pour ça que j'ai continué. Et quand je suis arrivé à Saint-Jacques, il y avait environ une centaine de mille personnes dans les rues. Tous les hôtels, les avions, tout était nolisé. Il n'y avait personne, on ne pouvait pas voir rien. Une chance que j'avais trouvé un gîte dans l'après-midi. J'ai appelé Evelyne. Fait qu'Evelyne m'a dit, moi, là, je veux que tu viennes passer du temps chez nous. Fait qu'elle dit, tu vas prendre l'avion pour Barcelone, puis après, Barcelone-Toulouse. Finalement, son vol est annulé en raison d'une grève. Son hôtel et ses repas sont pris en charge par la compagnie d'aviation, et ce pendant 2 jours. Quand je suis arrivé à Toulouse, bien, Evelyne était à l'aéroport, elle m'attendait. On a descendu chez elle, j'ai pris ma douche, ça, là, on est reparti, on a été magasiner un peu. Fait que là, elle me dit, le lendemain matin, elle me dit, là, tu peux pas partir sans voir Lourdes. On a été voir, on a visité Lourdes. C'est gigantesque, Lourdes. J'ai vu où Bernadette Soubirous avait vu la Sainte Vierge, puis tout ça. Après ça, on s'est en allé chez elle. Le soir, il y a quelqu'un qui est venu, c'est sa tante puis son oncle. Ils sont venus manger avec nous autres. C'est lui qui avait apporté de manger. Fait que le lendemain matin, elle m'a apporté dans son village, Sarah-Monde. Puis j'ai été voir la coiffeuse, tout le monde me connaissait. Elle avait assez parlé de moi que tout le monde me connaissait. C'était vraiment, vraiment beau. Le samedi soir, on a été souper chez son oncle. À minuit, on est revenu. Isabelle était là parce qu'Isabelle, il fallait qu'elle soit avec moi. Elle voulait me mettre dans l'avion, elle aussi. Là, le lendemain matin, on est reparti. Ils m'ont apporté à Toulouse. Ça fait que là, j'ai pris l'avion pour Montréal. Quand je suis arrivé à Montréal, je les ai appelés pour dire que j'étais rendu. Puis ils étaient très contents. Puis je continue à correspondre avec eux autres sur le net. Ce chemin-là m'a apporté beaucoup. M'a apporté à tourner la page. Mais pas oublier. Mais tourner la page. Ça m'a apporté aussi une autre version du monde. Des gens généreux. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Des gens qui m'ont accueilli, puis ils auraient même pu dire qu'ils s'arrangent. Non. J'ai vu qu'ils étaient là pour moi. Ce chemin-là, tu ne le fais pas pour rien. Moi, je l'ai fait spirituellement. Puis ça a été bénéfique pour moi. Je ne vois plus le monde de la même façon. Là, j'ai pris ma retraite en avril. J'ai vendu ma maison et je m'en vais avec mon sac à dos. Je vais aller visiter le monde. Je voudrais donner un conseil à tout le monde, c'est de voyager, de ne pas s'arrêter même si on vieillit. Parce qu'on peut devenir âgé, mais pas vieux. Aujourd'hui, Noël Saint-Pierre donne des conférences auprès de gens qui veulent vivre la même expérience. Maintenant, à la retraite et à l'aube de ses 80 ans, il envisage de gravir le Kilimandjaro en Afrique et de retourner à Compostelle en empruntant les chemins sans gîte. C'est ça la vie.